forcément, vous connaissez le Mont Blanc. Avec la région PACA, on partage, on a en commun les Alpes et le point culminant, qui est le Mont Blanc. Vous avez ici les communes du pays du Mont Blanc. Voilà, donc certaines sont connues, Saint-Gervais, Megève, les Contamines Montjoie, vous avez peut-être appris à skier par ici, Combloux, Domancy, voilà, Cordon, etc. Et des communes urbaines comme Salanches et Passy qui sont un peu plus urbaines, ou Domancy. Ce territoire, j'aurais envie de dire, et au milieu coule une rivière. Donc c'est pour vous dire mes références et vous dire à quel point je suis absolument pas technique sur ces questions-là. Et donc c'est l'Arve, et Anne-Sophie parlera tout à l'heure du syndicat mixte de l'Arve. C'est un syndicat qui a 20 ans d'existence. Et donc ça c'est particulier et c'est un des éléments aussi facilitateurs sur notre territoire. On a un syndicat qui gère cette compétence, dans lequel il y a des compétences techniques et qui probablement a facilité le transfert. Dans le calendrier, notre communauté de communes est récente. C'est une communauté de communes de taille importante puisque elle compte, vous avez vu les 10 communes, elle compte 46 000 habitants permanents. Donc vous imaginez, parce qu'on a 2 saisons touristiques très marquées, une économie touristique aussi très marquée, vous imaginez aussi que ce que ça peut représenter. Alors en population DGF, pour ceux à qui ces notions parlent, on est à 70 000 habitants DGF. Au moment de la création de la communauté de communes, c'est une communauté de communes forcée. Hein, il fallait passer en intercommunalité à fiscalité propre. Au moment de cette création, il était nécessaire de dissoudre un syndicat, le syndicat de la Bielière. C'est ce que le préfet nous demandait, puisque c'était un syndicat qui n'avait pas d'existence. Donc la Bielière, un cours d'eau affluent de l'Arve. Ce syndicat n'avait pas d'existence. Pourtant, on savait qu'il fallait faire un certain nombre de travaux sur cette rivière. Mais les 3 communes qui géraient en commun ce syndicat n'avançaient pas sur les projets. Donc la problématique de départ, c'était comment on fait pour intégrer... Alors on aurait pu intégrer uniquement la compétence sur la Bielière à l'intercommunalité, et les choses étaient réglées. On a voulu faire les choses un peu plus... de manière orthodoxe quand on fait un transfert de compétences, c'est qu'on s'est posé la question de l'exercice de la compétence de l'entretien des cours d'eau pour l'ensemble du territoire. On s'est aperçu rapidement qu'il y avait des gros enjeux sur des dossiers PAPI, un sur Passy et un sur les Contamines Montjoie notamment, avec des gros volets d'investissement pour lesquels les communes étaient bien dans l'incapacité de financer ces projets malgré les taux de financement qui sont relativement intéressants. Incapables financièrement, difficilement techniquement aussi, puisqu'en fait dans les communes, et ni dans l'intercommunalité qui est récente, il y avait de compétences techniques pour accompagner ces projets. Par contre, la compétence technique existait au SM3A. Tant sur les aspects techniques pour suivre les projets, que sur les aspects d'ingénierie financière pour aller chercher les subventions. Ce qui est fondamental, ça a été dit tout à l'heure, c'est que quand on s'intéresse à tout ça, je ne suis pas technicien des rivières, etc. Mais par contre, sur les questions financières, ça m'intéresse. Et donc, effectivement, quand on se dit quels moyens on peut avoir pour tirer le meilleur parti, voilà. Et puis c'est un peu la question du nerf de la guerre, quoi. Et puis on verra tout à l'heure si vous avez des questions sur la taxe et la manière dont on a mis en place la taxe chez MAPI, j'en parlerai aussi. Donc on a commencé fin 2013 les réflexions sur le transfert de la compétence. Réellement, ça s'est mis en place en 2014, parce qu'entre-temps, ça ne vous a pas échappé, il y a eu des élections. La loi MAPTAM n'a fait que apporter une raison de plus pour travailler à ce transfert, et surtout pour nous inciter à faire ce travail de transfert pour l'ensemble de la gestion des cours d'eau et des problématiques d'inondation. Autre élément important aussi dans les éléments d'explication, on a à Saint-Gervais-les-Bains, donc c'est la commune du Mont Blanc, hein, c'est la commune où le sommet du Mont Blanc est. Il n'y a personne de Chamonix ici parce qu'ils disputent l'idée. Non, mais géographiquement, c'est à Saint-Gervais. Non. Et puis la voie royale commence par le funiculaire de Saint-Gervais. Fin du 19e siècle, il y a eu un problème sur le glacier de Tête-Rousse, la poche du glacier qui a lâché, effectivement, fin du 19e siècle, un gros problème. Et donc ce problème existe encore. J'y reviendrai tout à l'heure, mais ça fait partie aussi
des éléments qui font que la problématique de l'eau est une problématique importante. L'avantage, moi j'ai passé beaucoup de temps à l'époque, et c'était agréable d'avoir, avec la directrice du syndicat du SM3A, le syndicat de l'Arve, on a passé beaucoup de temps à travailler ensemble pour essayer de réfléchir en fait à organiser tout ça. Là, vous voyez, c'est un schéma qu'on a fait à l'époque, puisqu'en fait on avait donc le SM3A qui était déjà gestionnaire de l'entretien de l'Arve, la rivière qui coule au milieu. Donc il y avait déjà une compétence qui était transférée au SM3A, c'est le tableau du milieu. Le SMBVA, c'est le syndicat mixte du bassin du Val d'Arly. Donc là, on va sur un autre bassin versant du côté de Megève, Pras-sur-Arly. Donc on bascule côté Savoie. Et donc il y a un syndicat qui gérait un contrat de rivière, alors qu'il n'y a pas l'historique et l'assise technique qu'a le SM3A. Et puis il y avait le syndicat intercommunal de la Bialière, le SIB. Et donc l'idée, c'était que la Comcom récupère l'ensemble de cette compétence, donc liée à la réforme, à la loi MAPTAM, avec donc la dissolution du CIB, la définition des compétences transférées en 2015, notamment dans le cadre de la GEMAPI, etc., sachant que les communes gardaient un certain nombre de compétences. Et vous voyez, déjà à l'époque, en 2014, on anticipait un peu aussi peut-être sur la partie loi NOTRe, puisque notre Comcom n'a pas de compétences en matière d'eau et d'assainissement. On disait il y a une partie un peu grisée qui est à la limite de la frontière entre la question GEMAPI et la question de la eau assainissement. Il y a cette partie-là sur laquelle il serait peut-être intéressant d'avoir des études eau pluviale, assainissement, parce qu'on se rend compte qu'il y a des liens, hein, pas uniquement les rivières qui se déplacent et qui vont sur les tuyaux d'assainissement, mais il y a des liens, et ça vous le concevez bien, parce que c'est votre expertise. Et puis, en bas, le pavé du pouvoir de police. C'était fondamental dans les questions qui étaient posées, c'est qui est responsable ? Quelle est la responsabilité ? Ça a été une question qui était importante, et là-dessus, nous avons rapidement dit au maire, vous conservez la compétence en matière de pouvoir de police. Où commence la GEMAPI ? Alors on sait à peu près où elle finit, puisqu'on parle de défense contre les inondations et contre la mer. Sachant que là, il y a un sujet, hein, j'ai un collègue qui est sur l'interco du côté de Deauville qui s'interroge là-dessus, notamment sur les relations avec l'État. Ça commence où ? Je vous ai parlé tout à l'heure du glacier de Tête-Rousse. Il y a un gros enjeu. Qui a la responsabilité, etc. Où ça commence ? Et effectivement, pour nous, c'est pas tout à fait réglé. Ça fait partie des questions qu'on se pose. On a fait un transfert complet. Je ne reviens pas sur le débat, mais c'est vraiment un choix très clair. C'est-à-dire que nous n'avions pas la compétence technique, la communauté de communes. La compétence existait là-bas. Et puis, il y avait cette question de responsabilité juridique. À un moment donné, ça nous semblait plus clair aussi de confier la compétence à une structure et qu'elle puisse l'assumer. Après, juste un mot là-dessus, c'est que j'aurais envie de dire, sans relancer le débat de transfert ou délégation, qui paye décide. Et comme le financement vient des EPCI, on n'avait pas d'inquiétude sur le fait que le syndicat à qui on allait transférer la compétence allait pouvoir nous imposer un programme d'action sans nous concerter. Il faut bien qu'avant qu'on lève la taxe, le syndicat nous présente un programme. Et à partir de là, on définit un montant de taxe. Donc on a bien un levier de discussion qui est quand même fondamental. C'est nous qui finançons, donc montrez-nous ce que vous faites avec l'argent qu'on vous attribue. D'autant plus qu'il s'agit de lever un impôt, hein, lever une taxe. Alors, l'effet pédagogique de la crue. Alors, je vous ai laissé, là-bas, c'est sur la table, c'est un petit dossier de presse pour ceux que ça intéresse. Je pense que la communication est un élément important du projet. Et ça, c'est un dossier de presse qu'on a fait en juillet 2015. Le préfet est venu. La compétence avait été transférée en juin. Et il y avait eu en mai une crue. Et il y avait des élus. Alors, tout avait été voté à l'unanimité, etc. Mais il y avait quand même quelques-uns qui étaient réticents. Et je me rappelle de la remarque d'un des maires qui nous a dit « Ouais, je l'ai voté, j'étais pas convaincu, mais là, après la crue de mai,
Ça va bien. Donc bon, je vous souhaite pas des crues, il n'y a eu que des problèmes matériels, hein. Il n'y a pas eu de problème humain, il n'y a pas eu de perte humaine, etc. Mais on a beaucoup communiqué aussi sur les problématiques de réchauffement climatique et l'évolution du nombre de crues. Ça, la communication me semble importante. Le schéma d'organisation qu'on a essayé de concevoir, c'est-à-dire notamment sur quel dialogue, comment on s'organise, quelle commission, etc. J'y reviendrai si vous avez des questions. La taxe, donc on a mis en place la taxe, donc si vous avez des questions là-dessus, je répondrai aussi. On est 46 000 habitants, 450 000 euros, ce qui équivaut à peu près à un peu moins de 10 euros par habitant, mais ça ne veut absolument rien dire, puisque, encore une fois, c'est levé sur ça a été dit en début de séance, c'est levé sur les 4 feuilles d'imposition. L'impact sur les feuilles d'imposition, c'est 0,07%. Et les 450 000 euros correspondent à la charge qui a été transférée par les communes, qui a été évaluée à 423 000 euros. Donc logiquement, si les communes diminuent leur taux, pour le contribuable, c'est neutre. Voilà, ça c'est de la mécanique de transfert. Après, ça dépend si les intercommunalités sont en fiscalité additionnelle ou fiscalité professionnelle unique. Les accélérateurs et les freins, des personnes convaincues, des personnes à convaincre. Il y a un gros travail, même si on a mis peu de temps, un an et demi, il y a un gros travail pour expliquer, pour faire de la pédagogie. Donc les personnes peuvent représenter à la fois un accélérateur et un frein sur les choses. Le labialière, j'en ai parlé. Enfin, sur les freins, les difficultés, c'est qu'on a une communauté de communes qui est jeune. Voilà, je sais pas, je reviendrai là-dessus. Je voudrais juste terminer par ça, pour ne pas dépasser mon temps de parole. Mais s'il y a des questions, n'hésitez pas. Nous n'avons pas la compétence eau et assainissement. Et ça, c'est la question qu'on est en train de se poser aujourd'hui. On a transféré en totalité la compétence. On est un peu en train d'essuyer les plâtres. Je pense qu'Anne-Sophie en parlera. Il y a des tas de questions qu'on se pose. On a transféré la totalité des rivières. Hein. Il y a un moment, cette question s'est posée. Est-ce qu'on sélectionne les rivières sur lesquelles on va faire du transfert, etc. C'était d'une complexité telle qu'on a dit vaut mieux tout transférer. Et puis, à un moment donné, entre le côté technique qui définit ce qu'est un cours d'eau et le côté juridique, on arrivera bien à avoir une définition. Mais l'enjeu derrière, ça va être effectivement d'être au clair entre la partie de gestion de l'assainissement, des eaux pluviales, etc. Donc ça, c'est un chantier. On sait qu'on l'a. Il arrive, et je pense que c'est quelque chose qui est important, c'est d'arriver à faire une focale avec l'exercice des autres compétences. Je vous remercie pour votre attention. Quelques photos de crues pour l'effet pédagogique que ça représente. Voilà. Tout d'abord, je commence par la présentation de l'EPTB, que vous devez un petit peu connaître. Donc, un bassin versant d'environ 2000 km², donc ça représente à peu près la moitié du département de la Haute-Savoie. Une rivière principale qui est l'Arve, qui prend sa source au niveau du versant des Posettes, dans le massif du Mont-Blanc, sur la commune de Chamonix, et puis qui rejoint le Rhône dans Genève, en aval du lac Léman. Donc l'Arve parcourt environ une centaine de kilomètres. 352 torrents, 5 principaux sous-bassins versants, et puis 106 communes sur ce bassin versant que vous avez représenté sur la carte, avec 320 000 habitants dont le nombre peut doubler donc en période touristique notamment. Donc, des petites illustrations pour montrer le contexte dans lequel on est. Donc, un bassin versant caractérisé par les reliefs montagneux. Donc, on voit l'aspect transport solide qui est caractéristique de notre territoire sur toute la Haute-Vallée. Donc, les deux intercos du pays du Mont-Blanc et également de la vallée de Chamonix-Mont-Blanc, ainsi que la partie haute du bassin versant du Gifre. Et puis ensuite, dans le secteur aval, donc une plaine un peu plus type plaine alluviale, avec des inondations. Là, donc, j'ai repris une photo de l'inondation du mois de mai l'année dernière, au niveau des communes de Régnier. Et puis, voilà, on va voir des problématiques aussi de gabarit de cours d'eau, notamment en lien avec le transport solide. Concernant l'aspect territorial, donc 12 EPCI sur le territoire, donc là est représenté sur la carte, donc de nouveau on retrouve le linéaire de l'Arve, avec les 12 EPCI et donc la CCPMB qui est ici en gris. Les statuts de l'EPTB, donc qui est un syndicat mixte fermé, qui a 20 ans d'existence, donc comme le dit M. Ben Sadoun, qui a été créé en 1995 lors du début du contrat de Rivière-Arve. 10 structures membres, donc, qui étaient initialement composées d'intercos au nombre de 6 et puis de 4 syndicaux.
74 membres donc, au comité syndical. Aujourd'hui, on est autour de 22 agents. Et puis, donc, ces fameuses 106 communes. Sachant que là, on va revenir tout de suite dessus, mais l'augmentation du périmètre d'action a été caractéristique en 2012. Puisque, donc là, si on reprend, contrat de rivière qui a démarré en 95, l'Arve, sachant qu'effectivement, dans la partie aval, nous avons aussi le Forum du Chablais genevois. Et puis, le contrat de rivière entre Arve et Rhône porté par la CC du Genevois. Et à partir de 2009, un démarrage de l'élaboration du SAGE. Et puis à partir de 2012, de nouveaux territoires, notamment le Gifre et puis le Borne, qui sont 2 sous-bassins versants de l'Arve. Et puis ensuite, depuis très récemment, les prises de compétences via la GEMAPI associée à l'évolution réglementaire. Sachant que l'objectif, c'est d'arriver d'ici 2017 à une gestion sur l'ensemble du bassin versant de l'Arve. Objectif fixé par les élus. Donc un financement qui se fait aujourd'hui via des projets, des outils contractuels. Donc comme je dis, contrat de rivière-Arve qui s'est terminé en 2006, qui était donc avec des composantes associées à la qualité et associées au risque inondation, qui a eu un avenant, mais là en fait c'est le PAPI-Arve qui a pris le relais du volet inondation, aujourd'hui qui est en cours. Contrat de rivière Gifre-Ris, des programmations type Arve Pur qui sont aussi notamment au-delà du financement agence de l'eau qui sont financées par des industriels sur le territoire qui ont un impact sur la qualité de l'eau, notamment via le décolletage, les industries du décolletage. Là, l'élaboration du SAGE, et puis après des outils type, là ça dépend des événements qu'il y a, mais effectivement comme l'année dernière lors de la crue de mai, des fonds calamité publique qui peuvent arriver, et notamment de par le fait qu'au sein du syndicat, on a les ressources pour préparer ce genre de gros dossiers qui sont quand même assez compliqué à monter. Et puis le reste des financements qui provient des EPCI membres. Donc là, je ne vais pas trop rentrer dans le détail, c'est plus pour lister effectivement tout ce qu'on peut avoir comme mission au sein de l'EPTB, donc la construction, la maîtrise d'ouvrage et la maîtrise d'œuvre des ouvrages de protection, le suivi des études globales, donc à l'échelle du BV pour le coup, c'est intéressant d'avoir cette vision globale sur le linéaire de l'Arve et le bassin versant, avec des études de vulnérabilité ou d'approfondissement de la connaissance type champ d'expansion crue, ou alors après associé à des études de danger sur les systèmes d'endiguement. Donc là, pareil, on a des problématiques où il faut qu'on considère l'Arve, mais également certains affluents. À des entretiens annuels avec l'entretien de la ripisylve, les plans de gestion matériaux solides. Alors les leviers pour la GEMAPI sur le territoire, donc juste pour bien être clair, parce que c'est vrai que j'ai peut-être pas vraiment, quand la gestion contrat de rivière Arve, c'était sur le linéaire de la rivière de l'Arve, donc de sa source jusqu'à sa confluence. Le levier pour la GEMAPI, c'était que effectivement depuis le début, on gère l'Arve de la source jusqu'à sa confluence, et que quelque part on avait déjà cette vision bassin versant, même si on n'avait pas les affluents qui peuvent aussi poser problème, ou en tout cas qui peuvent être intéressants à étudier. On avait déjà cette légitimité, je dirais, sur l'ensemble du linéaire hydrographique qui nous a permis de bien asseoir en fait, cette vision globale amont-aval et qui montre que c'est une structure légitime sur le territoire. Donc on est en cohérence avec cet objectif de la loi avec transfert de compétences GEMAPI. Ensuite, l'aspect ingénierie financière. Donc au-delà de la légitimité technique et de l'expérience, on avait le poids pour justement monter des gros projets et avoir un petit peu d'aide de l'extérieur. Donc notamment via le PAPI, le montage de programmes européens où aujourd'hui on nous a rappelé à l'ordre qu'on n'était pas encore assez au point là-dessus et qu'il fallait qu'on avance plus de ce côté-là. Donc si on a un peu plus de personnes pour s'en occuper, on ira là-dessus aussi. Mais en tout cas, un poids qu'il ne faut pas négliger et dont on bénéficie en tout cas pour faire passer le transfert. Et puis du coup, donc, un portage politique qui est important puisque notre président a beaucoup communiqué là-dessus. Donc l'entrée, c'est effectivement avec l'expérience de la CCPMB, ou avec la crue, comme dit M. Bensadoun, ça a clairement eu son effet. Et du coup, à l'automne dernier, il a convié tous les présidents des comités de communes du bassin versant qui se sont mis d'accord sur le fait qu'ils étaient intéressés par un transfert et par un affichage d'un montant homogène par habitant, donc avec une vraiment nécessaire solidarité sur l'ensemble du bassin versant. Au niveau de l'aspect technique, c'est un peu repris par du coup notre directrice qui organise des réunions mensuelles avec les DGS de toutes ces intercommunalités-là pour aussi transmettre tout ce savoir, cette connaissance que l'ESM3A avait accumulée de par son expérience sur l'Arve, mais aussi montrer aux directeurs ou aux agents techniques des intercos ce qu'est la gestion d'un cours d'eau, ce que ça implique et que toutes les intercos puissent vraiment s'approprier cette chose-là avant de savoir pourquoi on va leur demander aux administrés une taxe.
Donc la mise en œuvre de la GEMAPI, ça a été d'abord une organisation, donc ça a été un petit peu dit sur les présentations de ce matin, une organisation de l'ensemble des missions qu'on a au SM3A, comment les répartir entre la GEMA et le pays, sachant qu'on sait qu'on a beaucoup de missions qui sont hors GEMA et pays selon les quatre tiretés des repris du Code de l'environnement. Donc on les a listés ici. Donc au-delà de la GEMA et pays, on a des missions qui ne sont pas vraiment listées dans les points 1, 2, 3 et 8 du Code de l'environnement de la GEMAPI, mais qu'on a quand même inséré parce que pour nous, c'est cohérent avec une gestion raisonnée d'un cours d'eau. Et puis il y a le volet vraiment stratégique qu'on porte au sein de l'EPTB, donc le SAGE, avec aussi toutes les études de connaissances, les collaborations qu'on a avec des organismes de recherche pour un peu mieux comprendre, par exemple, j'en cite 2 sur la Haute-Vallée notamment, qui concernent la prévision des crues avec des crues rapides, ou des outils de savoir comment est-ce que les torrents apportent plus de sédiments et empêchent l'eau de passer. Tout ça, ça fait partie du volet connaissance, et pour nous, c'est vraiment nécessaire de l'intégrer en parallèle de cette GEMA et de ce PI dont parle vraiment la loi. Donc aujourd'hui, sur le territoire, pour faire un petit peu le bilan par rapport à tout ce contexte, donc la rivière est représentée ici. On a la compétence sur la Larve, sur la vallée de Chamonix, avec 4 torrents, également la compétence sur 4 torrents affluents, puisqu'on gère les matériaux solides sur ces torrents, et on a construit des ouvrages dans le cadre du contrat de rivière sur ces torrents. On gère la GEMAPI sur l'ensemble du territoire de la CCPMV, donc Arve et affluents. Dans le cadre du contrat de rivière RIS depuis 2012, donc, on a la gestion sur l'ensemble du bassin versant du RIS, de la même manière sur le Borne. Et puis la Ménoge, ici, qui est un affluent rive droite, dans la partie basse, où on a la compétence donc, depuis le début de l'année, depuis début 2016. Sachant qu'en partie aval, on a 2 structures, donc, qui sont le CIFOR, qui porte le contrat de rivière du Chablais-Genevois, qui sont présents et qui continuent à s'occuper de cette rivière. Et puis la communauté de communes du Genevois, qui se charge de ces rivières qui arrivent dans le Rhône. Donc en 2016, donc là je reprends un petit peu plus l'aspect, je dirais, gouvernance associée à chacune de ces 3 intercos finalement sur lesquels on travaille, ou en tout cas qui sont dans cette vision transfert. Donc la communauté de communes du Pays du Mont-Blanc, donc je ne vais pas y revenir, M. Ben Sadoun vous a rapidement explicité, où effectivement on a fait un transfert total. Après je reviendrai tout à l'heure sur ce qu'on appelle total, comment est-ce qu'effectivement ça a eu... On a réorganisé nos statuts, c'est clair, c'est pas non plus très clair, mais en tout cas, c'était une volonté politique de se dire on avance, on communique, on transfère, et puis après, s'il faut, on recadrera au niveau technique les contours. La deuxième communauté de communes, donc c'est la Ménoge, donc je vous ai parlé juste précédemment, et puis la troisième communauté de communes, donc c'est un petit peu des cas qu'on peut voir aujourd'hui. Donc c'est une communauté de communes qui a récupéré la compétence de la part des communes, mais qui n'a pas encore transféré au SM3A. Donc ça, c'est la communauté de communes de Faucigny-Glières. Et puis, les autres PCI en cours de prise de compétences d'ici juin 2016, sachant que là, donc, pour faire un petit bilan, donc, situation avant la GEMAPI, donc des EPCI membres, avec une gestion de la rivière uniquement pendant 20 ans. Si on reprend la loi avec juste la mise en œuvre assez simplifiée, donc c'est les EPCI qui récupèrent la compétence, sur différents tronçons et avec une gestion un petit peu indépendante, je dirais, entre les structures de gestion, qui impliquerait dans tous les cas des nombreuses modifications de statut pour chacun de ces EPCI, et la situation optimale vers laquelle on souhaite tendre. Donc c'est une logique de bassin versant, avec 12 membres, donc les intercos qui seraient membres au sein du SM3A, et une organisation de la gestion des cours d'eau homogène et solidaire. Donc pour atteindre cet objectif-là, qui a été quand même clairement affiché par l'ensemble des élus, donc des présidents des intercos, il y a un travail pour effectivement chiffrer, puisque l'objectif, c'est de connaître ce que ça coûte de gérer un cours d'eau, quitte à ce qu'on mette en place une taxe donc au courant 2016. Donc recueillir des données, donc ce qu'on fait en fait en quelques mois en ce moment, c'est qu'on fait le travail qu'on avait fait avec la CCPMB pendant 2 ans, et on le reproduit sur toutes les intercos. Sachant qu'on ne met pas en place d'études, ou on n'a pas une AMO pour mettre en place des études diagnostiques sur les bassins versants. Donc la méthode, c'est qu'on s'inspire déjà quand même de la connaissance, même si c'était uniquement sur linéaire Arve, ça reste un territoire qui, depuis 20 ans, on commence à comprendre comment il fonctionne. On a des actions PAPI qui étaient initialement sous maîtrise d'ouvrage communale, qui avaient bien identifié les problèmes, donc on peut les reprendre, on a cette chance-là également. Et puis après, ça reste du travail de terrain, donc on essaie de mobiliser
les techniciens rivières qu'on a et d'aller sur les nouveaux territoires un petit peu orphelins. On travaille beaucoup avec les communes pour reprendre comment elles, parce qu'elles connaissent parfaitement pour le coup leur territoire. Donc au moins en termes de fonctionnement, au niveau des dépenses de fonctionnement, on peut avoir une très bonne vision de ce qui est fait, même si les habitudes peuvent justement changer parce qu'on aura peut-être une autre approche de gestion des cours d'eau. Donc ça, ça fera partie d'un gros travail de communication à faire. Et puis ensuite, on estime en fonction des ouvrages, du recensement des ouvrages, à la louche, globalement, ce que ça peut coûter. Donc voilà, tout ce que j'ai dit un peu à l'oral, c'est explicité ici. Donc avec un construction, l'objectif étant la construction du chiffrage. Donc globalement, sur chacune des intercos, on arrive à avoir un chiffrage associé aux dépenses de fonctionnement et d'investissement sur à peu près 5 ans. Donc ce chiffrage est en cours. On obtient un montant global donc associé aux dépenses fonctionnement investissement sur 5 ans à l'échelle du bassin versant. Là, donc, par rapport à une question qui a été posée tout à l'heure, on prend en compte quand même un effet des subventions, donc un effet du poids de l'ingénierie financière qu'on peut avoir. Donc là, on analyse en fonction de ce qu'on a dans le cadre du PAPI, de ce qu'on a dans le cadre des contrats de rivière, agence de l'eau. On a fait à peu près et par rapport au vécu de l'Arve depuis ces 5-10 dernières années, on arrive à peu près un taux de subvention de 30%. Donc on reprend cet impact des subventions dont on peut bénéficier dans le montant et on arrive, donc à partir de ce total sur le bassin versant, prenant en compte ces subventions, on peut arriver, en divisant par le nombre d'habitants, à un chiffrage par habitant et par an. Donc ça, c'est l'affichage politique qui avait été clairement identifié, c'est de montrer qu'on a une solidarité et que oui, on a un chiffre par habitant et par an, même si on sait très bien qu'après, en fonction de chacune des intercos et des 4 taxes associées, on aura un petit différentiel. Donc là, pour reprendre justement cette approche, où l'EPCI décide à partir de ce chiffrage à l'échelle de l'EPCI, de son montant qu'il a, il balance ça à la DGFiP, qui fait leur petit calcul en fonction des 4 taxes. Et en tout cas, nous, au niveau de l'EPTB, ce montant que l'EPCI récupère, il le verse de nouveau au SN3A. Donc pour 2017, la projection, c'est que toutes les intercos, donc là, dans le cas du chiffrage qu'on est en train de finaliser, en juin, juillet, on fait un petit point sur ces chiffrages-là avec chacune des intercos. En octobre, il commence à proposer un montant pour faire lever la taxe. Et ensuite, c'est la mise en œuvre en 2017 de la GEMAPI sur le bassin versant. Donc ça, c'est l'idéal. Après, ça impose beaucoup de travail et effectivement un chiffrage de départ qui, certes, n'est pas parfait et peut disposer d'incertitudes. Des questions qui se posent en tout cas, qui se poseront dans tous les cas, même après le transfert, hein, ça se fera aussi réaffiner, c'est que localement, il y a des choses qui se font au sein des communes et qui marchent bien. En tout cas, nous, on a besoin d'avoir des sentinelles sur le territoire. Donc ça, c'est quelque chose qu'on observe bien avec la CCPMB, où on leur demande automatiquement d'avoir des référents, que ce soit un référent, un élu et un référent technicien sur chacune des communes, pour sans cesse quand même travailler avec eux, notamment déjà quand ça craint, c'est quand même eux qui sont présents, hein, c'est clair que nous on ne va pas pouvoir les remplacer. Donc ça, c'est quand même quelque chose qui avait été instauré lors des échanges avec les élus. On est là, on porte la compétence, on est là pour la gérer. En revanche, pendant la gestion de crise, le maire, il a aussi son devoir effectivement de responsabilité. Mais au-delà de la responsabilité, il a cette gestion opérationnelle qui peut avoir et qui va clairement nous aider. Donc forcément, aussi au niveau des coûts de régie, c'est sûr que ça implique des coûts en termes de ressources humaines à l'intérieur de chacune des communes. Ça, c'est quelque chose qui s'affinera avec le temps. On sait aussi que les communes ne vont pas arrêter de faire travailler un agent, alors qu'on sait très bien aussi que sur certaines communes, des agents pouvaient travailler peut-être à 10% du temps, 20% sur la gestion des cours d'eau parce qu'ils curaient, parce qu'ils le géraient comme ils pouvaient. Aujourd'hui, ça existera moins. C'est un personnel qui sera encore là parce que les communes ne vont pas non plus tous les sortir du jour au lendemain, sachant qu'ils sont compétents sur d'autres choses. Donc c'est des choses qui s'affineront avec le temps et vraiment la volonté politique, c'était de rentrer dans la mise en œuvre et qu'ensuite les choses s'affineront. Donc là, je reprends sur l'aspect aussi définition des cours d'eau. Quels sont les cours d'eau qu'on gère? Effectivement, il y a beaucoup de cours d'eau qui n'ont très peu d'eau pendant l'année, mais qu'effectivement, quand il y a des gros orages, ça ruisselle. Et ça, certains bassins versants sont plus susceptibles que d'autres à avoir ce genre de phénomène. Donc on essaie aussi quelque part de le prendre en compte quand nous, on fait notre chiffrage, même si ça reste des choses à la louche. Et puis aussi, on a cette question d'ouvrage, puisqu'on découvre beaucoup d'ouvrages, notamment sur la CCPMB, qui sont des fois associés à de la voirie.
Donc là, de nouveau, le contour de la compétence GEMAPI, gestion des cours d'eau, gestion des ouvrages associés aux cours d'eau. Après, il faut savoir ce que l'ouvrage protège. Donc nous, on doit protéger les biens et les personnes, ça c'est clair. Après, protéger un ouvrage de voirie qui relève pour le coup de la voirie départementale souvent. C'est aussi des choses sur lesquelles on se pose beaucoup de questions. Donc on est en train actuellement de travailler avec le conseil départemental dans ce sens-là. Voilà. Merci. Oui, donc Jacques Chabot. Je voulais savoir quelle était la tendance de vos discussions entre PTB et collectivités de base, notamment le PCI, sur la question du pluvial. Alors, ça dépend en fait beaucoup des intercos. Ça dépend beaucoup des intercos parce qu'on a des intercommunalités où il y a eu une grosse urbanisation des cours d'eau par rapport à d'autres intercommunalités. Aujourd'hui, la question se pose, en tout cas, j'ai parlé de 3 intercommunalités pour lesquelles on était en lien par rapport à la GEMAPI, donc au-delà de la CCPMB et de la CC4R, donc sur la Ménoge. On a une interco donc, qui a récupéré la compétence mais qui ne nous l'a pas transférée. Donc c'est le 3e cas que j'ai cité tout à l'heure pour le cas la situation 2016. Et justement, une des raisons pour lesquelles aujourd'hui elle est encore assez timide là-dessus, c'est que sur le pluvial, elle sait qu'elle gère beaucoup de cours d'eau urbanisés avec beaucoup d'ouvrages associés au pluvial. Et elle se pose beaucoup de questions sur le fait de transférer cette compétence-là, donc de perdre cette compétence-là, et qu'aujourd'hui, effectivement, nous, en termes de technicité, les cours d'eau urbanisés, c'est pas notre mission. Donc voilà, moi je parle en tant que technicienne, hein, c'est des choses qui peuvent évoluer. Et notre président, voilà, je m'engage pas là-dessus, mais c'est clair que le pluvial pose question. Et d'ailleurs, c'est souvent un frein des fois à l'efficacité du transfert. C'est une question pour moi, qu'on n'a pas complètement réglé encore, parce que vous l'avez bien compris, on a transféré la compétence en se disant, quand c'est une question de ligne de partage qui n'était pas claire entre la partie gestion des cours d'eau et eau pluviale était à déterminer, on s'est dit qu'on avait quand même entre la doctrine technique et la jurisprudence suffisamment d'éléments pour se définir au cas par cas la ligne de partage au fur et à mesure. Alors, on sait, et c'est le travail qu'on va essayer d'entreprendre, on sait qu'il faudra quand même que cette ligne de partage, on puisse avoir un guide un peu clair qui nous dise comment ça se passe. Mais aujourd'hui, on a fait le pari de le construire en avançant. Voilà. Voilà où on en est. Mais si vous avez des solutions, alors on peut les partager alors. Donc Aurélie Bitger, Réalpaca, on se pose ces questions aussi très clairement sur ruissellement et GEMAPI. On n'a pas encore tranché la question non plus, mais c'est à l'ordre du jour de nos discussions. Donc on est conscient que ça participe aux crues et donc il faut que ce soit pris en compte. Pour l'instant, on n'a pas encore défini de stratégie sur la question. Ce qu'on s'est dit, c'est que ça ne devait pas être un frein à la prise de la GEMAPI. C'est-à-dire que pour l'instant, les structures qui sont désireuses de se lancer dans la GEMAPI peuvent le faire. Cette question du ruissellement ne doit pas être un frein à cette prise de compétence. J'ajoute une question à la question, si je me permets, j'ai le micro, j'en profite. Je peux parler de l'obligation légale de la prise de compétence eau et assainissement qui arrive. Avec la DCF notamment, il y a Pauline Prêtre qui est là, qui parlera de la DCF, mais l'Association des communautés de France, on s'est interrogé sur le plan juridique pour savoir si sur la question de la compétence assainissement, si telle qu'elle était formulée, elle n'intégrait pas également la compétence eau pluviale. Et c'est ça l'enjeu aussi, c'est qu'on arrive à construire des logiques cohérentes à l'échelle des bassins versants sur l'ensemble de la gestion petit cycle de l'eau, grand cycle de l'eau. Voilà, c'est ce qu'il faut qu'on arrive à construire, je pense. Oui, aujourd'hui, nous, on a la compétence, on a une régie intercommunale de l'eau et de l'assainissement. Alors, ça fait 12 ans ou 13 ans. Et aujourd'hui, le pluvial, la compétence eau-assainissement n'emporte pas la compétence pluviale. Aujourd'hui. Les textes récents interrogent un petit peu sur cet aspect-là. Là, elle est passée justement à l'aglo. C'est l'aglo qui a la compétence eau-assainissement. Mais c'est les communes qui gardent la gestion du pluvial. Principe de spécialité, d'exclusivité. Aujourd'hui, sauf jurisprudence. À l'horizon 2020, l'interrogation se pose. D'ici 2020, avec la loi NOTRe, il y a une question. Qui n'est pas petite. Philippe Picon, donc j'avais une question, une double question.
sur la façon dont le syndicat envisageait, donc le PTB, envisageait la gestion en cas de crise, en cas de crue, avec deux aspects. D'abord, comment vous envisagez parce que j'imagine qu'il y a eu une crue effectivement en 2015, donc ça doit être un retour d'expérience intéressant. Donc j'imagine qu'il faut faire face à des travaux d'urgence et donc à des dépenses exceptionnelles qui peuvent être importantes, alors que les recettes via donc, les cotisations des membres qui sont statutairement fixées peuvent ne pas forcément être en adéquation. Donc sachant que, étant donné que vous avez eu la compétence transférée, il faudrait savoir, donc ça relève maintenant de votre responsabilité, comment vous organisez la prise en charge de ces travaux d'urgence qui peuvent être d'un coût particulier. Donc ça, c'est la première partie. Et l'autre, et effectivement, en période de crue, les nouvelles dispositions du décret digue, etc., vont nécessiter donc, de déployer beaucoup de personnel. Vous en avez parlé pour la gestion en crue, la surveillance des ouvrages, etc. Est-ce que le syndicat prévoit de se doter du personnel suffisant pour faire ce travail-là? Ça peut mobiliser quand même beaucoup de monde. Ou alors, quel mode d'organisation, j'imagine conventionnel, vous avez mis en place avec les communes ou les intercommunalités pour avoir du personnel mis à disposition? Puisque ça aussi, du fait que vous ayez la compétence, ça relève maintenant de votre responsabilité. Il y a une question sur le personnel. Moi, je vais le dire comme les échanges que j'ai eus à l'époque avec la directrice du syndicat mixte sur la question du personnel. La position qu'on a prise, c'est de dire... On sait aujourd'hui que si on vous confie la compétence, d'une certaine manière, il y avait la question aussi juridique, de la responsabilité juridique, il faut que vous puissiez l'assumer. Il y a la question de l'acceptabilité politique aussi. C'est-à-dire que derrière, il faut que les choses se fassent. On sait, on ne l'a peut-être pas dit beaucoup ce matin, parce qu'il y a beaucoup de gens qui travaillent sur les rivières, qui font des choses, mais il y a beaucoup de communes dans lesquelles il ne se passait pas grand-chose sur l'entretien des rivières, sur les aménagements des cours d'eau, etc. Et ça, c'est une réalité. Et donc, l'enjeu, c'est qu'il y ait des choses qui se passent, et on a dit... On vous donne un budget, et ce budget-là, vous faites en sorte d'identifier dans votre organigramme, vous organisez comme vous voulez, hein, il faut mutualiser, il faut penser les organisations humaines de façon intelligente, mais il faut qu'on ait le personnel suffisant pour que ça marche, pour que ça fonctionne. Donc ça, on n'en discute pas. Une fois qu'on vous donne le budget, on n'en discute pas, vous faites le... Voilà. Ça, c'était le deal, et je crois qu'il faut avoir conscience de ça, il faut être intransigeant là-dessus. La deuxième question, c'était sur la question de la taxe, je pense aussi. L'adéquation entre les recettes du syndicat, oui. Oui. Sur la question de la taxe, et en tout cas sur la question du calcul du transfert de charge. Quand on fait un calcul de transfert de charge, c'est à ce moment-là que ça se joue. Votre question se joue à ce moment-là. C'est-à-dire quand les services administratifs préparent le calcul du transfert. On n'évalue pas le budget qui va être transféré au regard du budget de l'année d'après. Sur le fonctionnement, on prend toujours 3 ou 4 années de fonctionnement et on lisse pour essayer d'avoir une idée. Sur l'investissement, et là il y a des travaux d'investissement forts quand il y a des crues, on est sur des périodes longues. C'est-à-dire qu'on va aller rechercher sur les 10, 15, 20 ans les grands ouvrages et les grands investissements. Donc aujourd'hui, les 450 000 € qu'on a votés sur la taxe, on sait que ce sera probablement insuffisant et qu'il faudra qu'on monte progressivement. Donc on s'est calé simplement sur la charge aujourd'hui qu'avaient les communes. Voilà. Donc ça se règle au moment du calcul des transferts de charges. Et ça, c'est important, j'en ai pas beaucoup parlé. Mais c'est effectivement d'avoir une phase de pédagogie en disant combien coûte cette compétence et à combien on l'évalue dans les temps futurs. Après, une fois qu'on a fixé un montant, un budget, etc., oui, il y a des périodes de crise, et comme dans n'importe quelle organisation, quand il y a une crise, vous mettez les moyens sur la crise, et puis éventuellement vous reportez certains projets. Enfin, c'est la logique. Alors après, sur la question de la gestion de crise, je termine là-dessus parce que c'était la troisième question, et puis si Anne-Sophie veut compléter. Sur la gestion de crise, alors on a transféré, je le redis, au 1er juin la compétence, mais la crue a eu lieu en mai. Cela dit, Martial Sadier, le président du SM3A, sollicité par les maires, qu'eux avaient voté, parce que les communes et l'Interco avaient voté avant l'arrêté du préfet. D'accord ? L'arrêté du préfet, c'était au 1er juin. Donc pour eux, le transfert était fait. Donc Martial Sadier, lui, a répondu à l'attente des maires, et les services du SM3A sont intervenus alors qu'ils n'avaient pas la compétence réellement.
Et sur la crise, la ligne de partage, c'est pendant la crise, c'est la responsabilité du maire, mise en sécurité des biens et des personnes. Le lendemain de la crise, quand il faut intervenir les tractopelles, etc., remettre en état, là, c'est la GEMAPI. Donc c'est le syndicat mixte. C'est la seule ligne de partage qu'on s'est définie. C'était pas simple au mois de mai dernier. Hein. On est encore en train d'en tirer le bilan, mais voilà, c'est la ligne de partage qu'on a définie. Après, je ne me souviens plus la date de la crue, si c'était avant ou après, parce que le décret DIG est sorti en mai aussi. C'était début mai, je crois. Parce que c'est vrai que le décret DIG a aussi cet aspect surveillance en crue, qui est du coup une obligation de l'autorité GEMAPIEL. Et donc, du coup, de ce point de vue-là, peut-être que c'est intéressant qu'Anne-Sophie apporte un éclairage. Alors, sur la gestion de crise, et notamment vis-à-vis justement des ouvrages DIG, il y a encore un énorme travail à faire. Ça, c'est clair qu'on est... Alors, techniquement, moi, j'ai l'impression qu'on ne va pas dans le bon ordre parce qu'effectivement, on arrive avec un énorme territoire à gérer avec une ressource humaine qui, là, pour l'instant, est restée fixe. Donc, on ne peut pas tout gérer. Et on sait que demain, il y a une crue. Effectivement, on est très limite. Après, c'était aussi une volonté politique de dire qu'il faut qu'on avance parce que si on commence à vouloir mettre les uns après les autres tous les petits échelons, on ne va pas avancer et surtout, ça va décourager tout le monde. Donc aujourd'hui, on gère comme on peut, on gère la priorité et les ouvrages de protection, ceux qui craignent en termes d'état et en termes de zones protégées derrière avec le nombre d'habitants, on sait où elles sont et on est prêt à se rendre disponible. Et on est aussi en train de monter effectivement sur l'aspect régularisation, on monte les études de danger sur ces zones qui sont critiques. Donc là, je dirais, on s'en tient à la priorité. Après, sur l'organisation en termes d'ouvrages, de surveillance et tout ça, c'est clair que dans les 2 à 3 prochaines années, il y aura beaucoup de choses à faire. Et notamment, ça va clairement passer, nous, par de l'embauche, parce qu'aujourd'hui, on n'est pas suffisamment nombreux pour les gérer. Mais c'est vrai que la gestion de crise, on a quand même bien insisté à chaque fois, là, même avec les réunions qu'on a avec les directeurs de Comcom, on insiste bien sur le fait qu'on a vraiment besoin d'une présence locale, qu'il ne faut pas que les personnes se détachent complètement de ça, même si il y a ce transfert qui est fait. Donc c'est à nous de gérer le cours d'eau, mais n'empêche que les sentinelles, elles doivent être présentes localement. Et ça, souvent, quand même, les personnes en ont vraiment bien conscience. Oui, ouais, on a les personnes ressources. Et puis il y a une mallette, je crois. Ah oui, ouais, après ça c'est dit. On a les caisses en gestion de crise. Ouais. Mallette de gestion de crise, des casseurs. Après, ouais. Après, il y a sur l'histoire des moyens, je rappelle un peu le poids du SN3A vis-à-vis de l'ingénierie financière, c'est qu'avec cet événement par exemple qu'on a eu en mai, on a monté ce dossier calamité publique où du coup on a quand même des fortes aides de l'État pour le coup parce qu'aussi on a ce poids-là et ça permet aussi de tamponner un peu ces chiffrages qu'on ne peut pas anticiper parce que la crise... Et nous notamment, ça nous a quand même beaucoup aidé à revoir, je pense là, quand on a fait le chiffrage pour la CCPMV en 2016, dans notre chiffrage de fonctionnement, les dépenses de fonctionnement, on a vraiment une ligne associée à la gestion de crise, quoi. Donc on voit un petit peu plus, on revoit à la hausse le chiffrage en fonction des crues de... Ouais. Spécificité sur notre territoire, c'est qu'on a 5 barrages qui sont là pour produire de l'hydroélectricité, qui servent aussi de la touristique, mais qui ont un rôle aussi en termes de gestion de crues. Voilà. Donc comment on intègre la présence d'ouvrages hydrauliques aussi importants dans la réflexion et comment EDF, par exemple, devient un interlocuteur ou un partenaire privilégié dans le cadre de la GEMAPI par rapport à ces aspects-là. Donc, leur semble la FNCCR, donc simplement je vais me permettre de vous rapporter les propos du ministère des GPR quand on aura évoqué ce cas-là dans les arrêtés EDD. Leur esprit, c'est de dire de toute façon les ouvrages qui ont un potentiel économique gérés et concédés à EDF, on aura énormément de mal au titre de la GEMAPI à obtenir un usage de ces ouvrages et donc à conventionner avec leurs exploitants au regard d'une régulation des crues. Voilà la réponse que j'ai entendue au ministère.